Bonjour mes amis et bienvenue à nouveau. Ici vous pouvez voir un graphique des pétroliers russes chargeant du pétrole brut aux terminaux ou aux ports et nous pouvons voir de belles statistiques se former en mars. C'est magnifique à regarder. Le 15 mars, gardez un œil sur Primorsk et Ust-Luga, tous deux situés sur la mer Baltique, des ports baltes que l'Ukraine a lourdement frappés en mars. Le 15, 9 pétroliers et 5 pétroliers. Le 22 mars, 10 pétroliers, 8 pétroliers le 29 mars, 4 pétroliers et 2 pétroliers. Waouh, c'est une chute brutale. Chaque pétrolier représente des dizaines de millions de dollars. Donc c'est une énorme baisse de revenus pour la trésor de guerre de Poutine. Tout cela grâce aux drones ukrainiens qui ont fait un travail remarquable. La quantité de pétrole brut russe chargée sur des pétroliers, mais pas encore déchargée. Regardez-moi ça. Ce graphique est également en baisse. Et vous pouvez aussi le voir sur ce graphique, surtout avec la ligne jaune hebdomadaire ici. On peut voir que pendant toute cette guerre, depuis 4 ans ou plus, il y a eu 4 énormes chutes sur le graphique hebdomadaire. 23, 25 et maintenant 26. Et voici les attaques de mars, juste ici. Je vous montre simplement des visualisations de ces attaques de drones ukrainiens sur les ports baltes. Elles ont vraiment un effet massif. À quel point cet effet est-il important ? Eh bien, selon le chef du centre de lutte contre la désinformation, Kovalenko, la Russie a déjà perdu près de 40% de sa production mensuelle de missiles et environ 45% de ses exportations de pétrole à la suite des frappes ukrainiennes sur leurs installations. Waouh, c'est presque la moitié qui a disparu. Mais encore une fois, Ust-Luga et Primorsk offrent encore beaucoup de cibles à frapper. Eh bien, Ust-Luga n'a pas pu charger de pétroliers parce que les incendies sont trop proches des postes de chargement, tandis qu'à Primorsk, les pétroliers continuent de charger. Peut-être directement depuis l'oléoduc plutôt que depuis les réservoirs de stockage, car plusieurs sont endommagés et les autres semblent presque vides. Donc oui, à Primorsk, ils peuvent charger, mais seulement 1 ou 2 navires à la fois. Avant, c'était 8. Au fait, cela fait plus d'une semaine depuis la première frappe sur Ust-Luga, et nous avons reçu de nouvelles photos d'hier, enfin cette nuit, en fait ce soir. Ils sont toujours en feu. Donc pendant 7 jours d'affilée, Ust-Luga brûle. Bien sûr, sur ces 7 jours, l'Ukraine y a envoyé des drones à 4 reprises. C'est l'une de leurs campagnes les plus actives et méthodiques sur une seule zone cible. Nous parlons ici des ports de la mer Baltique pour l'exportation du pétrole brut russe. À gauche, vous pouvez voir une image satellite du 28 mars et on peut voir de la fumée. Et voici la colonne de fumée qui s'étend sur 1000 km. À droite, on peut voir que le 29 mars, ça brûle encore et il y a de nouveaux incendies parce que l'Ukraine a attaqué pour la 4e fois le 29 mars et maintenant, 3 jours plus tard, c'est toujours en feu. Mais près de ces 2 ports, il y a une ancienne ville finlandaise, Viipuri, maintenant appelée Vyborg, occupée par la Russie. Ils avaient ce brise-glace là-bas, leur nouveau projet de brise-glace qu'ils viennent de terminer. Mais regardez-le, est-ce qu'il vous paraît finlandais ? Non, pas du tout. Les blogueurs militaires russes essaient de comprendre pourquoi, presque une semaine après que l'Ukraine a coulé leur tout nouveau brise-glace du projet 23 550 d'une valeur de 222 millions de dollars, il n'y a eu aucun effort pour le sauver. Ce brise-glace n'était pas seulement un navire, il devait aussi être équipé de missiles calibre et de mitrailleuses lourdes. Donc c'était censé être un brise-glace militarisé, car c'était la façon pour la Russie de militariser l'Arctique. Il suffit de construire un brise-glace pour accéder à l'Arctique et y placer des armes. Aujourd'hui, ce navire est collé à un autre après les frappes de drones ukrainiens. Et il n'y a eu aucune tentative de changer cette situation. Même les Russes se demandent ce qui se passe. Au fait, lorsque l'Ukraine a lancé 4 attaques de drones différentes, sur Ust-Luga, 3 sur Primorsk et 1 sur Vyborg, tous ces drones ont survolé la Biélorussie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie et sont passés très près de la Finlande. Tellement près que certains des drones ont atterri en Lituanie, en Lettonie, en Estonie et en Finlande. Chacun de ces 4 pays de l'OTAN a eu des drones ukrainiens sur son territoire qui ont soit été détournés par les systèmes de guerre électroniques russes, soit simplement perdu leur cible, perdu les coordonnées. L'un d'eux a explosé contre la cheminée d'une centrale électrique estonienne. Boum, rien de grave ne s'est produit, juste un boom et les gens ont eu peur ici. Hier soir, l'Ukraine a envoyé plus de drones vers Ust-Luga
et près de 10 drones ont traversé l'espace aérien estonien. On ignore si c'était intentionnel. Apparemment non, car l'Ukraine s'est déjà officiellement excusée auprès des pays baltes et de la Finlande pour avoir traversé leur espace aérien, et il s'agissait d'un accident. L'un des drones a explosé en plein vol et est retombé dans le sud de l'Estonie, et les citoyens estoniens de la région ont reçu l'alerte aérienne sur leur téléphone. C'est le quotidien des Ukrainiens, mais c'est nouveau pour nous. C'est donc un bon signal d'alarme pour ceux qui ne sont pas habitués et n'ont jamais visité l'Ukraine. Ce sera la réalité si nous n'aidons pas l'Ukraine. Si vous me demandez mon avis, je suis très content que l'Ukraine attaque des cibles qui génèrent de l'argent pour la machine de guerre russe. Donc l'Ukraine prive la Russie de cet argent. C'est aussi notre objectif en tant qu'Estoniens. Je pense que c'est le même objectif pour les Finlandais, les Lettons, les Lituaniens et les Polonais. Donc les Ukrainiens nous font en quelque sorte un cadeau. Donc si quelques drones traversent l'espace aérien, oui, cela ne devrait pas arriver. Mais c'est arrivé. D'accord, je ne suis pas en colère. Continuez, Ukrainiens. Continuez. L'Ukraine présente ses excuses officielles aux habitants des États baltes pour les intrusions de drones ukrainiens sur le territoire de 3 pays la semaine dernière. Dans certains cas, les écarts de trajectoire ont été causés par la guerre électronique. Aucun mal n'a été fait. C'est du passé. N'arrêtez pas les attaques. C'est ce que je dis. Et juste pour vous illustrer visuellement à quel point les trajectoires de ces drones sont proches de nos pays, voici les drones en vol. Ils ont même traversé l'espace aérien biélorusse en fait. Les oblasts de Gomel à l'est de la Biélorussie. Ils ont parcouru cette région, survolé la Russie, et certains sont entrés en Lituanie, Lettonie, Estonie et Finlande. Mais oui, c'est suffisamment proche des pays baltes pour que cela puisse arriver s'il y a du brouillage électronique. Maintenant, allons plus à l'intérieur de la Russie. Allons au Tatarstan, à savoir Nijnekamsk. Je connais ce nom, je l'ai déjà mentionné parce que l'Ukraine l'a déjà frappé. Il y a une énorme boule de feu dans cette usine, juste ici. C'est une usine de produits pétroliers, ou plutôt une raffinerie pétrolière. Et ça a explosé. Quelqu'un fume vraiment sans faire attention. Je le pense vraiment cette fois, car on ignore si c'était une attaque de drones ukrainiens, les Ukrainiens n'ayant pas confirmé l'attaque. Et deuxièmement, il n'y a eu aucun tir anti-aérien de quelque sorte que ce soit, et il n'y a même pas eu d'alerte aérienne. D'habitude, il y a au moins des alertes aériennes précoces. Là, il n'y en a pas eu. Une énorme explosion a eu lieu dans cette raffinerie de pétrole. Donc en fait, sans plaisanter, il se pourrait vraiment que ce soit quelqu'un qui fumait négligemment, parce que tout laisse supposer que c'était un accident. Même sans drones ukrainiens, une raffinerie de pétrole en Russie fait quand même boum. Ils n'ont même pas besoin de drones pour transformer leur capacité de raffinage de pétrole en un grand brasier. Merveilleux. Les Russes fument si imprudemment que les Ukrainiens n'ont même pas à les attaquer. Jusqu'à présent, je n'ai vu aucun rapport des chaînes Telegram russes concernant des alertes aériennes avant l'explosion à l'usine chimique de Nijnekamsk, au Tatarstan. Cependant, des incidents antérieurs ont été signalés avec des drones et missiles ukrainiens volant à basse altitude le long des rivières pour éviter la détection. Il est donc possible qu'il s'agisse d'un drone ukrainien suivant le cours d'une rivière, une vallée fluviale de cette manière jusqu'à Kazan puis vers Nijnekamsk. Mais cela pourrait aussi bien être un ouvrier russe ayant fumé trop imprudemment, trop près des réservoirs de carburant. Nous ne le saurons jamais. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y a eu une magnifique boule de feu qui ressemble à un champignon atomique, et c'est plutôt joli. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Regardez-moi ça. N'est-ce pas magnifique ? L'explosion était si puissante qu'à quelques centaines de mètres d'ici, à l'endroit où cette vidéo a été prise, les façades des bâtiments ont été soufflées. C'était une grosse explosion. Et l'incendie est aussi assez grand pour que tout le monde puisse le voir et le filmer dans la ville. Aujourd'hui, c'est le 1er avril, mais ce que je dis dans cette vidéo n'est pas un poisson d'avril. Regardez par vous-même. Il est 11 minutes après minuit. 11 minutes depuis que le 1er avril a commencé. La Russie a perdu 2 avions, 2 incidents différents, tous les 2 extrêmement douloureux. Je ne plaisante pas, ce n'est pas un poisson d'avril. Je veux dire, c'est trop proche, trop ironique pour être vrai. Mais oui, ils ont perdu un Antonov 26 de transport militaire en Crimée qui était rempli de soldats et de militaires. Il y en avait 29 à bord, y compris les pilotes, et il y a 29 victimes. Ils sont partis, réduits en morceaux. Il s'est écrasé, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé.
Certains disent donc que c'était un missile ukrainien, mais je ne peux pas le confirmer. Tout ce que je peux confirmer, c'est ce que le ministère russe de la Défense confirme, à savoir 29 victimes provenant de leur avion de transport du ministère de la Défense qui s'est écrasé en Crimée. C'est déjà assez grave, je veux dire, c'est vraiment grave. Mais ce n'est pas tout. Nous sommes le 1er avril. Vous pourriez penser que je vais dire « poisson d'avril », mais ce n'est pas le cas. La prochaine nouvelle est encore pire. Apparemment, un chasseur russe Su-34 a été abattu aujourd'hui par un drone intercepteur ukrainien. De plus, un avion de transport russe Antonov 26 a également été abattu aujourd'hui au-dessus de la Crimée. À ma connaissance, ce Su-34 est le premier chasseur intercepté par un drone. Encore une fois, nous savons que l'Antonov 26 s'est écrasé. Je n'ai aucune information ni confirmation concernant le chasseur bombardier Su-34. Si vous regardez cette vidéo plusieurs heures plus tard, vous en saurez peut-être plus. Merci de me le dire dans les commentaires si cela a été confirmé. Pour l'instant, ce n'est qu'une rumeur. Mais si c'est vrai, alors c'est le 1er avril le plus légendaire que j'ai jamais vécu. Pas de poisson d'avril, juste des pertes russes. Mes amis, ce n'est un secret pour personne que la Russie manque de main-d'œuvre. Et si vous m'écoutez, c'est étrange que je dise ça. Mais oui, la Russie manque de main-d'œuvre. Il manque en d'infanterie. Pour le 2e mois, pour le 3e mois, en fait, 2026 est une année légendaire pour l'Ukraine parce qu'ils ont démilitarisé plus de Russes que la Russie n'a pu en recruter dans l'armée. C'est-à-dire que, pour la première fois depuis le début de cette guerre, l'armée russe diminue en effectif pour le 3e mois consécutif. Donc cela signifie que le Kremlin est désespéré. Ils prendront des mesures plus sévères pour forcer les entreprises et les gouverneurs d'oblast à envoyer de la chair à canon pour l'effort de guerre. Par exemple, dans la région de Ryazan, les entreprises ont reçu l'ordre de recruter des soldats sous contrat pour l'opération militaire spéciale. Selon le décret du gouverneur Pavel Malkov, les entreprises comptant entre 150 et 300 employés doivent envoyer 2 candidats. Les entreprises comptant entre 300 et 500 employés doivent envoyer 3 candidats et celles de plus de 500 employés 5 candidats. Donc selon le nombre de centaines d'employés que vous avez, vous devez envoyer un homme servir de chair à canon par tranche de 100 employés. C'est donc désormais la responsabilité des entreprises de fournir. Il y a un quota, un peu comme à l'époque soviétique. Quota d'hommes à envoyer. Et cela arrive après 3 mois consécutifs où l'Ukraine a démilitarisé plus de Russes que la Russie ne peut en recruter, évidemment. Et maintenant, je vous présente l'un des plus grands blogueurs militaires russes, Romanov, qui affirme qu'en raison de plus de 30 000 Russes tués par mois, une mobilisation pourrait arriver. Aïe! Et cela survient alors que Pskov, le porte-parole du Kremlin, et le pantin clownesque Medvedev, Dmitri Medvedev, nient tous deux très fermement la mobilisation. Chaque fois que les Russes nient quelque chose avec force et de façon catégorique, alors vous savez que c'est vrai. Quand le Kremlin dit non fermement, tout le monde comprend que cela veut dire oui. Nous sommes donc le 8 mars 2022. Poutine dit « Nous ne mobiliserons certainement pas ». Le 21 septembre 2022, il déclare une mobilisation partielle. Et maintenant, ils font la même chose. Voici Pskov, Peskov et Medvedev qui disent « Nous ne mobiliserons certainement pas ». Et connaissant la situation des Russes, tu sais ce qui va arriver. Le célèbre commentateur russe et employé de la plus grande chaîne de télévision d'État de Russie, Andrei Medvedev, dit que même ses amis et collègues les plus farouchement patriotes et pro-guerre disent maintenant que tout est perdu. Donc la situation devient sombre pour les Russes. Prenons du recul et regardons le tableau géopolitique mondial dans son ensemble et la position de l'Ukraine, car l'Ukraine a progressé. Je parle du monde de la géopolitique. Ce n'est plus une affaire locale, car l'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé un contrat de défense. Ce n'est pas rien. Je veux dire, l'Arabie Saoudite a toujours eu un partenaire de défense au-dessus de tous les autres, qui étaient les États-Unis. Et je soutiens totalement les États-Unis. Mais le problème, c'est qu'ils reçoivent beaucoup de drones iraniens qui causent énormément de dégâts aux compagnies pétrolières d'État, et ils ont besoin de quelqu'un pour arrêter cela le plus vite possible. Et il y a l'Ukraine qui a une expérience incroyable dans l'abattage des drones Shahed. C'est pourquoi l'Ukraine et l'Arabie Saoudite ont signé un accord de défense approfondissant les liens entre ces deux États.
Il y a également des préparatifs pour étendre ces liens aux Émirats arabes unis, au Qatar, à la Jordanie et au Koweït. Et je suis assez sûr qu'ils vont tous signer cet accord puisque l'Iran les attaque tous et que l'Ukraine peut beaucoup les aider à ce sujet. Sauver des vies et économiser des milliards de dollars en frais de réparation des raffineries. Des rapports politiques indiquent que l'Ukraine a également proposé d'aider à briser le blocus naval iranien du détroit d'Ormuz. C'est insensé. Ils sont un nouvel acteur au Moyen-Orient qui prend de l'importance, et les Ukrainiens sont pris très au sérieux là-bas parce qu'ils ont réellement quelque chose à offrir, quelque chose de très nécessaire, à savoir une défense aérienne opérationnelle, une défense aérienne efficace et bon marché. Zelensky a abordé la question lors de sa visite dans le Golfe. L'Ukraine partagerait son savoir-faire acquis en brisant le blocus naval russe d'Odessa en mer Noire. La stratégie impliquerait une défense contre les attaques aériennes, une protection contre les mines marines, ainsi que des opérations coordonnées de l'artillerie côtière, de l'armée de l'air et d'autres unités. Les drones navals joueront un rôle décisif. D'ailleurs, en 2022 et 2023, lorsque les Russes étaient encore assez naïfs pour utiliser réellement leur flotte de la mer Noire en essayant de bloquer Odessa. Et les exportations de céréales ukrainiennes, par exemple, ils ont commencé à perdre beaucoup de navires face aux Ukrainiens. Beaucoup de navires face à un pays qui n'a même pas une grande marine dans la région. Donc l'Ukraine frappe vraiment fort alors qu'elle n'a même pas de marine avec de gros navires de guerre en mer Noire. Ils ont beaucoup d'expérience pour couler les gros navires de guerre d'autres pays. Donc ils veulent maintenant partager cette expérience. Ce dont ils ont le plus besoin, c'est de budget. L'Ukraine manque de budget. Ils comptent les jours en ce moment. Donc si l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar peuvent aider à ce niveau, et ils le peuvent parce qu'ils ont cet argent, l'Ukraine peut offrir quelque chose dont ils ont besoin, à savoir des drones intercepteurs et le savoir-faire pour lever un blocus. C'était tout, mes amis. Pour le 1er avril, le poisson d'avril. Mais il n'y avait pas de blague du tout. Il n'y avait aucune plaisanterie ici. Tout était sérieux. Je reviendrai vendredi, lundi, mercredi, vendredi, tout le temps. Alors abonnez-vous à la chaîne et d'ici ma prochaine vidéo, c'était Slavo Krini. Au revoir.